Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Veralia. Quelque chose que personne ne dit sur Veralia dans le YouTube Gaming Finance, notamment un gros risque potentiel sur cette action française qui est très bien gérée et que j'apprécie également, mais personne ne dit ce potentiel risque qu'on va citer juste après grâce à un petit article de Monocle Asset Management qui est une société de gestion qui a fait un article sur Veralia. Mais précaution d'usage, cette vidéo est fournie à titre d'information uniquement et ne représente pas un conseil en investissement. Donc c'est quelque peu un red flag sur moi et je suis content d'être sorti de la société parce que voilà ce que j'apprends là, un petit article du 22 février 2024 sur Monocle. Ils font pas mal de billets, c'est très intéressant pour développer votre esprit critique en investissement. C'est des bons gérants, j'aime bien ce qu'ils font et ils font des petits topos comme ça qui sont très très intéressants. Ça s'intitule Le red flag n'est plus un red flag. Si Obélix a sa potion magique, donc on va lire un petit peu et je vais vous faire des petits retours là-dessus. Si Obélix a sa potion magique, les bourguignons, comme Antoine, ont eux le vin. Et l'objet sacré, ce n'est pas la marmite, mais plutôt la bouteille. Du coup, quand Veralia a publié la semaine dernière, on s'est penché dessus. Historiquement, l'activité de fabrication de bouteilles en verre appartenait à Saint-Gobain, puis elle l'a vendue à Apollo en 2015 avant d'être mise sur le marché fin 2019. Côté vente, c'est résilient, ça croît doucement en volume, financièrement c'est solide avec des marges supérieures à 20%, une dette maîtrisée à 1,5 milliard d'euros brut, VS un EBITDA supérieur à 1 milliard et une bonne allocation du capital, investissement pour expansion slash innovation, acquisition et retour aux actionnaires. Donc jusqu'ici, tout va bien. Moi, je me demande juste comment un verrier peut avoir des marges supérieures à 20% quand même. Ça signe un avantage concurrentiel, sûrement. Mais là, on apprend que, et le secteur, le verre alimentaire est un petit oligopole. 5 acteurs contrôlent 70% du marché en Europe et ils sont bien disciplinés. Pas de guerre de prix, ni sur les capex. Pas de guerre sur les prix, ni sur les capex. Donc là, on se dit, les marges sont très élevées parce que c'est un oligopole. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, donc forcément, il y a moins de concurrence. Donc c'est assez bizarre, mais pas de guerre sur les prix ni sur les capex. Tout ça fait que Veralia dégage un bon free cash flow et ce free cash flow est renvoyé aux actionnaires sous forme de dividendes. 2,15 euros par action cette année, ça fait un rendement supérieur à 6%, appétissant surtout quand on voit les 4% de rendement de ces obligations. On a déjà fait des dividend plays par le passé, TF1, Orange, Unilever, et on aime bien cela. Le dividende, pour certains, c'est un truc de paysan, mais justement, ayant été élevé au fond de la cambrousse, vous pouvez regarder sur une carte Brinet dans le Cher, ma description est correcte. J'aime ce côté paysan, money in the pocket. Bien sûr que la stratégie fonctionne, il faut que la boîte génère bien le cash pour payer ce généreux dividende. Là, c'est Mimosa qui s'est penché sur la question. Après avoir secoué le dossier, Mimosa m'a confirmé avec son inimitable accent de Garcimore, pour ceux qui la connaissent. Pas de souci, ça le fera. En refaisant le tour du dossier, c'est le côté oligopole bien géré qui m'a fait tiquer. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence ou est-ce que tout est orchestré? Parce que là, on passe d'oligopole à cartel et c'est un autre jeu. Et justement, c'est là qu'arrive le red flag. Donc le risque dont je vous parlais, je le découvre avec vous maintenant. Enfin, je l'ai déjà lu, mais je vous le fais découvrir. Il y a quelqu'un qui a eu la même idée que nous, mais malheureusement pour Veralia, ce n'est pas un simple gérant de fonds, mais l'autorité de la concurrence italienne. C'était début novembre, le 8 novembre 2023, descente domiciliaire dans les bureaux de tous les acteurs du secteur en Italie, les verriers. Le 13 novembre, communiqué laconique de la société qui nous informe de la visite domiciliaire, mais un des principaux acteurs est Owens Illinois Glass, OI Glass. C'est une boîte américaine. Donc ici, voilà le petit communiqué de presse de Veralia. On publie même pas une page. On nous dit juste, voilà, ils sont venus, ils ont contrôlé, le respect de la réglementation et de l'éthique des affaires sont au cœur des valeurs de Veralia. Le groupe nie tout comportement inapproprié et est convaincu qu'il clarifiera la légitimité de sa position par rapport à cette enquête dont l'ouverture n'implique aucune constatation d'acte répréhensible. Mais voilà ce que nous dit ici l'américain OI Glasses.
et les PDG américains ont le trouillomètre un peu plus sensible sur ce genre de sujet parce qu'on en a déjà vu aller en prison pour des sujets équivalents en 2002, 1 an de prison ferme pour Alfred Tobmad, 78 ans, président et propriétaire de Sotheby's. Donc, dans son rapport annuel déposé à la SEC il y a une semaine, OI Glass pardon, a dit nous nous sommes fait contrôler par les autorités italiennes, les amendes pourraient être substantielles. Donc voilà un petit peu ce que dit Veralia et ce que disent les concurrents. Donc on voit ici un peu plus de clarté et ouais, d'honnêteté du côté d'Owens, Illinois. Comment se fait-il avec tout cela que l'action Veralia n'ait pas bougé ni en novembre ni aujourd'hui parce que plus personne ne lit de rapports financiers. Donc comme le dit Thierry et comme je le dis moi aussi, il faut lire vos rapports financiers, comme le dit également William Higgins en fait. Les rapports financiers sont des mines d'or. On a des informations, un tas d'informations pour connaître presque parfaitement une société rien qu'avec un rapport financier. Donc si à un moment une décision tombe, le cours corrigera d'un coup parce qu'évidemment le risque est important que ça ne concerne pas que le Chianti et les collègues français et espagnols des autorités de concurrence doivent déjà échanger avec les Italiens. Donc un jour, on verra peut-être sortir une condamnation dure et le cours corrigera en une fois. Par le passé, il y a déjà eu des débats, des ventes, des achats pour ceux qui ne croient pas au scénario noir et un cours plus juste. Ces marchés où les fondamentaux ne sont plus suivis fonctionnent donc plus par à-coup. Attention à ne pas prendre le coup du mauvais côté. Donc voilà un petit peu pour ce petit communiqué. Donc un risque que personne ne cite et tout le monde voit l'action actuellement sous-évaluée. C'est vrai qu'elle est qualitative, mais elle est sous-évaluée. Mais est-ce qu'il y a un loup? Moi, je sais pas. On va attendre ce que va nous dire l'autorité de la concurrence. Mais c'est vrai que quand on regarde le dividende à 6% de dividende, c'est assez énorme sur l'action. Et on peut voir que la valorisation, elle n'a jamais été aussi basse. Bon, on a eu des petits pics de points bas ici à 6 fois les bits en octobre 2023. Mais l'entreprise value sur EBIT, mais l'action est très peu chère. On a un price earning également très très peu cher. On a des bons retours sur les capitaux employés. On a 9 fois les bénéfices, 6,8 fois l'entreprise value sur EBIT. On se dit c'est pas cher. On se pose pas de questions, mais il y a toujours un loup dans ce genre de situation. Donc là, peut-être que le marché est en attente de la décision. Mais bon, après, en attendant, on a un dividende de 6%. Mais attention à ce genre de choses. Comment en fait la société a pu augmenter ses marges et passer ici, comme on va le voir, de 13%, 13,70% de marge opérationnelle debit margin à presque 20... bah, attendez, si c'est mieux en année pleine, mais ça retrace mieux en last 12 months sur les 12 derniers mois. Comment elle a pu passer de 12,78% de marge EBIT à 21%. Donc forcément, on sait qu'il y a eu des effets pris, notamment en 2022 et en 2023. Mais est-ce qu'il n'y a pas un loup sur la concurrence, un accord sur les prix? D'ailleurs, mon raisonnement est que euh, Vidrala sent un loup également et décide de vendre à cause de cela ses activités verrières en Italie. Vidrala, c'est un concurrent espagnol de Veralia. Et voilà pourquoi en fait elle décide de vendre une activité comme ça à Veralia, un de ses principaux concurrents. Moi, je sais pas, ça me paraît louche. Surtout à 7 fois l'enterprise value sur EBITDA. C'est pas les bits, c'est les EBITDA. Moi, je comprends pas trop. Voilà, donc un petit peu mon raisonnement là-dessus. Donc je n'ai plus de, pour être transparent, je n'ai plus de Veralia, mais je me pose quand même des questions. La Valo est au tapis depuis un moment, hein. Pour avoir un rating, je ne sais pas ce qui peut se passer sur le cours. Donc voilà un petit peu pour Veralia et mon raisonnement là-dessus. Je voulais vous parler un petit peu de mon portefeuille pour être transparent. Depuis le début de l'année, vous voyez, là, moi c'est la courbe en noir. J'étais un peu en sueur en février, j'étais à moins 4%. Je sous-performais largement le marché, toujours avec un portefeuille focus sur les small caps. J'ai Equasens qui s'est pris une grosse tôle, donc c'était un peu normal. Et là, je suis remonté à 0%, donc je suis assez satisfait de cette remontée. J'espère que ça va continuer. Je me fais un peu torpiller par le CAC qui est à 6,48, 6,73 précisément.
Le MSCI World, le Lyxor, il est à 8,52 donc on a le Japon et les États-Unis notamment, les Magnificent Seven qui performent très bien donc ça me tue un petit peu même si j'ai du vous savez dans mon portefeuille j'ai un ETF World quand même et le SBF 120 à 6 5,92. Quand on regarde, Indépendance et Expansion, ils sont à 2,24 et Gay-Lussac qui sont à -2%, -2,41, -0,79. Donc je sous-performe un peu Indépendance Expansion, mais pour moi, c'est pas très grave. Donc voilà un petit peu pour le retour sur la performance du portefeuille depuis le début de l'année. Je vous ai lancé une newsletter, un Substack. Je vous mettrai le lien dans la description qui est payant, 5 euros par mois, où je vais vous apporter le maximum de qualité avec notamment des billets un peu comme le fonds Monocle, mais bon, bah, je suis moins compétent bien sûr, hein. Je suis encore un débutant en bourse entre guillemets, j'essaye vraiment de me développer et de déployer ça. L'abonnement est à 5 euros par mois, donc vous pouvez payer en mensuel ou 50 euros par an, ou forcément l'offre est moins chère, j'ai fait exprès, ou c'est 50 euros par an. Je vais publier les mouvements du portefeuille, mes thèses d'investissement, tout ça en temps réel pour que vous ayez un réel retour là-dessus. C'est vraiment un partage de connaissances. Ça me prend du temps, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en payant et ça vous engage plus. Vous pourrez commenter également cette chose. Vous savez que je suis étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, donc ça peut me permettre de faire. Bon, après, j'ai mis au plancher hein, l'abonnement, mais ça me permettra de m'aider également un petit peu. Et je vous ai publié un premier papier sur ma thèse d'investissement sur ce distributeur danois qui s'appelle Brodren A-N-O Johansen AS. Donc, selon moi, il y a un risque d'OPA avec un cours qui peut faire x2. Le CEO a 84 ans. Il vit aux États-Unis en résidence et il est rattaché fiscalement. Maintenant, il vit aux États-Unis fiscalement également. Il n'y a pas de repreneur, donc moi je pense qu'il peut avoir une OPA là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris un papier. La société est quand même qualitative, malgré qu'elle soit cyclique. Bref, si vous voulez aller voir le papier, je vous laisse vous abonner. 5 euros par mois, c'est quasiment rien, c'est même pas un abonnement Netflix. Il y a de la valeur. Si vous voulez gagner de l'argent en bourse, vous former, avoir des réflexions plus poussées avec moi, abonnez-vous là-dessus. Et voilà, c'était Invest Academy. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à commenter, à activer la cloche des notifications. Voilà tout. Là, je prépare une vidéo sur le conference call de Technip Energies et de GTT, 2 sociétés que je possède actuellement. Donc voilà un petit peu là-dessus. J'ai fait un retour également sur Sword. On a eu les slides de la SVAF. Il y a également Steph qui a publié, il y a également Neuron qui a publié. Donc j'ai pas mal de boulot cette semaine. Je vais essayer d'avancer là-dessus sur YouTube et sur les papiers, sur les mouvements du portefeuille. Voilà, c'était Invest Academy. Ciao, ciao. À très bientôt.